Les amateurs de rock'n'roll, bonsoir. Bienvenue à mon podcast L'histoire du rock vue par... Ce soir, épisode L'invasion britannique vue par Pierre-Yves Fauché. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Merci d'être là, ça va très bien. Ça me fait plaisir. C'est un beau projet qu'on partage, puis je suis bien content que tu sois là. Dans le fond, je vais juste un petit peu te présenter. Toi, tu es un traducteur de carrière qui est maintenant à la retraite, puis aussi chroniqueur musical dans le journal Le Montérégie. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en lisant tes chroniques au fil des ans depuis 2017. Puis, dans le fond, c'est aussi grâce à une connaissance commune, Andrew, là, qui m'a référé à toi là, pour justement cet épisode-là spécial. J'ai dit Invasion britannique, mais c'est bel et bien Invasion britannique menée par les Beatles, parce qu'on a du stock en masse pour l'Invasion britannique. On va même faire 2 épisodes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les Beatles. Puis, ben, toi, t'es musicien, mais je suis bien impressionné, moi, de quelqu'un comme toi qui, en 1964, était devant son téléviseur puis qui a vu les Beatles au Ed Sullivan Show. Parle-nous un peu là, de toi comme musicien puis de cette expérience-là avec les Beatles. Ben, comme beaucoup de musiciens partout dans le monde, pas juste au Québec, quand les jeunes de cette époque ont vu les Beatles à la télévision au Ed Sullivan Show, ils ont été inspirés. Et ça a donné le goût de jouer de la musique, de jouer de la guitare, de porter les cheveux longs. Et ça a été pour moi aussi une révélation. J'ai voulu apprendre à jouer de la guitare à cause des Beatles, comme à peu près tout le monde qui joue de la guitare et qui était adolescent à cette période-là. J'ai joué de la musique toute ma vie avec mes amis sans donner vraiment de spectacle. J'ai commencé comme en 2006 à faire des petits spectacles, des parties d'amis. Moi, j'avais pas d'expérience de scène, mais bon, on faisait de la musique pour s'amuser. Et puis, par la suite, j'ai rencontré des amis à Chambly. Qui présentaient des spectacles à Montréal. Ils m'ont intégré dans un collectif qui allait parfois jusqu'à 11 musiciens, chanteurs, chanteuses. Et puis parallèlement, avec quelques-uns de ces musiciens-là, dont Daniel Saint-Pierre et Henri Tremblay, on a créé le groupe Crossroads Blues Band. Je joue de la guitare et je chante. Et depuis 2016, alors on a donné quelques spectacles, dont surtout à Chambly. Alors, en plus de participer à un collectif où on interprète des chansons de toutes les époques, là, des années 60, 70, 80 jusqu'à nos jours. Alors, une vingtaine de chansons par spectacle. Alors, depuis 2016 aussi, en parallèle, ces 2 activités musicales m'occupe et me divertit et enrichit mon langage musical à la guitare et à la voix. Alors, c'est un peu ça l'idée générale, mon profil général. Comme musicien, comme amateur de musique rock. Merci, mais bien intéressant. Puis encore une fois, je suis bien content que tu sois là. Mais pour placer un peu notre sujet... pourrais-tu nous décrire, là, dans le fond, on dit l'invasion britannique ou la fameuse British Invasion. En quoi ça consiste, ça? L'invasion britannique, ben, c'est un phénomène culturel du milieu des années 60. Les groupes et les chanteurs de rock et de pop sont devenus britanniques, sont devenus populaires aux États-Unis. C'est pour ça qu'on parle d'une invasion britannique. Alors, ces groupes de musique rock et de pop comme les Beatles, les Rolling Stones, Jerry and the Pacemaker, les Yardbirds, les Who, il y a beaucoup de groupes qui sont devenus populaires aux États-Unis à cette époque-là, surtout sur la côte ouest américaine, comme dans la région de San Francisco, où vers la fin des années 60, le mouvement beatnik en littérature, en musique, il y avait un renouveau. Et la génération adolescente aimait une musique différente de leurs parents. Ouais. Alors c'est dans ces années-là que ce qu'on appelle l'invasion britannique
En fait, c'est l'invasion aux États-Unis, en Amérique du Nord. Tout à fait. Ils ont déferlé sur l'Amérique du Nord, en grand nombre. Alors, cette invasion-là, l'origine de cette invasion-là, c'est dans la deuxième moitié des années 50, où les jeunes ont commencé à aimer le rock, mais ont commencé à connaître le rock par le cinéma. Ouais. Les films Blackboard Jungle, ouais. La chanson thème c'est Rock Around the Clock, exact. Que tout le monde connaît, un classique du rock and roll, joué par Bill Haley and the Comets. Ouais. Et l'idole des jeunes de cette époque, c'était Elvis Presley. Il jouait dans le film Heartbreak Hotel, qui est sorti en 1956. Alors, John et Paul, les jeunes Beatles, les jeunes musiciens de cette époque-là avaient maintenant des idoles musicales, ouais. Puis ils essayaient de reproduire ces chansons-là. Ouais. Et aussi, vers les années 50, Internet n'existait pas. C'était difficile de trouver des disques rock en Angleterre. Alors, une des sources d'écoute de musique, c'était la radio Luxembourg, qui diffusait du Elvis et du rock toute la nuit, avec son antenne très puissante. On pouvait l'entendre en Grande-Bretagne. C'était une radio commerciale, contrairement à la BBC, qui, elle, était un format plus conservateur, où il diffusait de l'opéra la nuit. Alors, les jeunes ne s'y retrouvaient pas vraiment. Non. Alors, c'était pour ces jeunes-là de cette époque-là, de la fin des années 50, une façon de connaître la musique, surtout américaine, comme Little Richard, ouais. Chuck Berry. Ouais. Alors, c'est des deux personnages principaux, je dirais, les deux musiciens principaux qui ont été très populaires. Les Beatles, John, Paul, Ringo et George viennent de Liverpool. Mm-hmm. Et Liverpool, c'est situé, c'est une ville portuaire qui est située à l'estuaire de la rivière Mersey, donc dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et ce qu'on appelle le Mersey Beat, mm-hmm. c'est le nom d'une revue, un tabloïd qui traitait de musique et traitait des groupes locaux et des vedettes qui venaient se produire en spectacle à Liverpool. Ça peut être des groupes de Londres ou des groupes locaux de Liverpool. Même les Américains, parfois. Même les Américains. Alors, entre 1958 et 1964, cette région qui s'appelle le Merseyside, il y avait 500 groupes différents qui se produisaient, se formaient, se séparaient. Alors, en moyenne, il y avait à peu près 350 groupes qui donnaient des spectacles sur une base régulière. Alors, évidemment, l'endroit mythique de la ville de Liverpool, c'est le Cavern Club, ouais. Où l'apprentissage à la dure dans les clubs malfamés, c'était un sous-sol, mm-hmm. Plancher de sable, et les Beatles ont commencé à se produire et à développer une base de fans. Mm-hmm. Puis souvent, ils jouaient sur l'heure du dîner. Alors, les gens apportaient leur lunch et pendant l'heure du dîner, il y avait des groupes rock, dont les Beatles, qui se produisaient là. Et un autre endroit aussi où les groupes de Londres, de Liverpool pouvaient se produire en spectacle, c'était à Hambourg, en Allemagne. Oui. Où c'était des soirées, des journées très longues de travail, des sets de 8 heures, mais c'est là que les Beatles sont devenus un groupe. Ouais. À jouer des trentaines, cinquantaines de chansons, ils ont maîtrisé l'art de la scène. Ils sont devenus vraiment un groupe de scène à ce moment-là. Alors, il y a eu plusieurs séjours en 60, 61, 62. Et à la batterie, on retrouvait Pete Best. Exact, à cette époque-là, tout à fait. Ringo était dans un autre groupe, lui. Ringo était dans un autre groupe qui s'appelait Rory Storm and the Hurricanes. Ouais. Ces musiciens-là se connaissaient tous, se croisaient dans ces clubs-là. Ouais. Ils connaissaient Ringo. Ouais. Et à un moment donné, la décision est venue, on en parlera plus tard, d'incorporer
d'intégrer Ringo au groupe. Ouais, tout à fait. Alors, c'est à la caverne que le futur gérant des Beatles va les rencontrer. Ouais, Brian Epstein. Brian Epstein travaillait dans le magasin de ses parents ou un magasin de meubles, je pense. Il y avait une petite section de vente de disques. Ouais. 33 tours. Ouais. 33 tours. Et il y a beaucoup de jeunes qui venaient le voir pour lui demander s'il y avait un disque des Beatles. Parce qu'ils les avaient vus à la caverne. Exactement. Alors, intrigué, ouais. qui sont ces Beatles, il est allé les voir à la caverne. Puis, c'était un gérant de département. Il n'était pas un gérant de groupe musical. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Il savait pas ça. Non, exact, c'est ça. Exact. Alors, il les trouvait intéressants, du charisme, beaucoup d'humour, une belle présence sur scène. Il s'est dit, je pense que ça m'intéresserait. Alors, il s'est proposé. Je pense qu'ils se sont bien entendus depuis le début le tout début de la relation. Alors, avec lui, le costume de cuir, les cheveux gommés par en arrière. Le look Teddy Boy, hein? Ils l'ont perdu, là. Les petits rockers à l'Elvis. Oui, voilà. Alors, Brian Epstein a décidé de changer leur look. Alors, c'était chemise blanche, cravate noire, une nouvelle coupe de cheveux. Alors, ce n'était plus les jeunes rebelles qui projetaient. C'était une autre image que les musiciens projetaient. Tout à fait. Alors, pour se démarquer de l'ensemble des groupes. Ça redonner une identité, on va dire. Hein? Le costume, hein? Effectivement. Il y avait tout le même costume. Comme tu dis, cravate, chemise blanche, veston, pantalon. Puis la fameuse coupe mop top, qui était quand même précurseur des cheveux longs à venir là, chez les musiciens. Alors, il leur fallait pour se faire entendre à la radio, il leur fallait un contrat de disque. Exact. Alors, Brian Epstein leur a fait passer une audition chez Decca en janvier 62. Ils ont enregistré des chansons qu'ils connaissaient, qu'ils jouaient en Allemagne et en Angleterre. Et aucun contrat n'a été signé. Alors, un peu désespérés, ils ont rencontré George Martin chez Parlophone, qui est une division de EMI. Et on sait que par la suite, George Martin deviendra le 5e Beatles. Alors, formation en musique classique, un musicien de grand talent et un producteur de grand talent qui a produit beaucoup de disques dans les années 50, des disques de comédie comme Peter Sellers et beaucoup de musique classique, des petites formations. Alors, une occasion s'est présentée, le premier disque, Please Please Me. 12 heures d'enregistrement en studio. Uniquement, c'est pas beaucoup, là. Et le premier 33 tours était un mélange de composition et de reprise. Pour mettre un peu plus en évidence ce nombre d'heures d'enregistrement, Sgt. Pepper a pris 700 heures de studio. C'est ça, exact. Alors, on comprend qu'il y a une grosse différence de qualité et d'originalité dans l'album où 700 heures ont été consacrées. Alors, en fait, la première chanson, je crois que c'était Love Me Do, qui a été présentée à George Martin, qui ne la trouvait pas très intéressante. Exact. Et quand ils ont présenté la chanson Please Please Me, il leur a suggéré d'accélérer le tempo. Alors, ils ont accepté, puis c'était un succès immédiat. Et par la suite, les succès, She Loves You, il y a eu plusieurs chansons dès le début qui ont été... Et attends, je pense qu'on peut dire des hits, hein? Oui. Dont, entre autres, I Saw Her Standing There, en fait, la chanson qui ouvre ce fameux album Please Please Me. D'ailleurs, je propose qu'on en écoute un petit extrait. 1,
2, 3, 4. Moi, juste un petit mot sur Please Please Me, l'album. Effectivement, la première tune, Love Me Do, qu'ils ont présenté à George Martin, qui était un peu tiède face à cette chanson-là. Je suis assez d'accord, c'est pas ma préférée, disons. Mais déjà, Please Please Me, on est un cran supérieur. Moi, j'aime beaucoup A Star Standing There, qu'on vient juste d'entendre un petit extrait. Mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fameux 1, 2, 3, 4 de Paul McCartney au début. Ça ouvre l'album, puis c'est à mon sens, à moi, c'est le meilleur 1, 2, 3, 4 de toute l'histoire du rock and roll. Et Dieu sait qu'il y en a eu des 1, 2, 3, 4 dans l'enregistrement des albums dans le rock and roll. Mais celui-là, là, il est pépé, il est dynamique, puis il donne le ton. Mais dans le fond, pour ce premier segment-là qu'on vient de parler de la formation des Beatles, je nous ramènerais juste un petit peu en arrière. J'aimerais ça, brièvement, que tu nous parles un peu, avant que ce soit les Beatles, John Lennon il avait formé un groupe qui s'appelait les Quarrymen. On est quoi, en 57 à ce moment-là? 1957, c'est la rencontre de John et Paul. Exact. John avait un groupe qui s'appelait les Quarrymen. À cette rencontre-là, John donnait un spectacle en plein air sur le terrain d'une église. Fête paroissiale. Une fête paroissiale, oui, à Liverpool. Et un ami commun à John et Paul, parce que John et Paul n'allaient pas à la même école. Un ami commun de John et Paul a amené Paul au spectacle et Paul avait apporté sa guitare. Et par la suite, Paul a joué un peu avec les Quarrymen cette journée-là. Et John a trouvé ça quand même assez intéressant, son jeu, son niveau de talent, son niveau d'habileté à la guitare. Alors il a intégré Paul à son groupe. Et par la suite, Paul a invité George, qui était un meilleur guitariste, là, disons. Bon, ces jeunes-là étaient à leur début, là, mais George avait un talent pour les solos lead. Et les Quarrymen, donc, intégraient les trois premiers Beatles, sans Ringo, qui, comme on l'a dit tantôt, est arrivé plus tard. Là, on est en 57, et Ringo est arrivé en 62. Exact. Alors, à cette époque-là, le type de musique en Angleterre le plus populaire, c'était le skiffle, dont la vedette... celui qui représentait un peu ce genre-là, qui était assez populaire, c'était Lonnie Donegan, qui a enregistré des chansons qui ont plu à des millions de jeunes Britanniques, dont Lennon McCartney. Ça ne veut pas dire qu'ils ont joué du skiffle. Là. Le skiffle, c'est vraiment une musique aux instruments très très simples, comme la basse c'était une corde avec une sorte de cuve et un bâton, un manche à balai, et il y avait une planche à laver en métal, et la percussion se faisait avec un dé à coudre, et les guitares très très peu chères, et alors c'est rudimentaire pour des gens du prolétariat. C'est ça, pour la classe ouvrière. C'était accessible, puis bon, cette musique-là, on pouvait ajouter des banjos, des harmonicas, des gazous. C'était la société très pauvre après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, mais par la suite, quand Elvis est arrivé, Chuck Berry, alors ils se sont tournés vers les guitares, et le format idéal, c'était 2 guitares, un bassiste et un batteur. Alors, c'est cette formation-là qui a duré jusqu'en 1970. Et on pourrait peut-être faire décortiquer un peu chaque album. Oui, tout à fait. Alors, le premier album, c'est Please Please Me, en mars 1963. 7 chansons originales de Lennon McCartney et 6 chansons populaires, 6 covers sur cet album. Et très prolifique, les Beatles. En novembre, donc la même année, novembre 63, l'album With the Beatles est publié. Alors, 14 chansons, 7 Lennon McCartney et une chanson de George Harrison. Donc, en général, George Harrison avait 1 ou 2 chansons sur chaque album. Les chansons de Lennon McCartney étaient super bonnes.
Alors, Et en grande quantité. en grande quantité, très prolifique les compositeurs. Alors, c'était difficile pour George de s'affirmer. Ouais. L'année suivante, en juillet 64, c'est l'album Hard Day's Night qui était la bande sonore du film du même nom. Ouais. Alors, il y avait 13 nouvelles chansons. Alors, aucune covers, aucune chanson de d'autres auteurs. Alors, 13 nouvelles chansons de Lennon-McCartney et aucune de George Harrison. Mm-hmm. Alors... Par contre, George, il peut se consoler parce que c'est là que, durant le tournage de ce film-là, qu'il a rencontré la fameuse Pattie Boyd. Mais bon, ça, c'est une petite anecdote. Elle était figurante dans le film. Voilà. Et autre anecdote, Phil Collins était aussi un figurant dans ce film. Alors, très jeune. Hein? Spécial, mais oui. Alors, on parlait de compositeurs prolifiques. 2 albums en 63, 2 albums en 64. En décembre 64, Beatles for Sale. Alors, on donne les titres des albums britanniques parce que en Amérique, aux États-Unis, au Canada, il y avait souvent d'autres noms pour l'album. Ouais. Alors pour s'y retrouver, je me suis concentré sur les titres britanniques. Ce sont les vrais albums des Beatles. C'est sûr, aux États-Unis, comme tu viens de dire. Hein, c'est la compagnie qui avait décidé. Même des fois, c'était même pas les mêmes chansons. Ils faisaient des changements. La pochette n'était pas nécessairement pareille. Donc, allons-y effectivement avec les originaux en Angleterre. Et beaucoup de compilations. Oui, alors des mélanges des albums précédents qui étaient publiés en Amérique. Ouais. Alors en 64, Beatles for Sale, des chansons de Lennon et McCartney, une chanson de Chuck Berry, Rock and Roll Music, et 2 chansons de Carl Perkins, Honey Don't, qui est chantée par Ringo, et Everybody's Trying to Be My Baby. Alors, tranquillement, les chansons des albums devenaient totalement leurs chansons qui étaient à l'époque assez uniques parce que les compagnies de disques avaient des équipes de compositeurs, paroles et musique et trouvaient les chanteurs, trouvaient les groupes pour les interpréter. Et eux, ils s'en tenaient à leurs chansons, ils voulaient absolument imposer leurs chansons pour les disques. Là, tranquillement, ça s'en venait dans la totalité là, des compositions. En août 65, un autre film pour faire la promotion de leurs chansons, c'était le 5e album pour l'étiquette Parlophone, qui est ces chansons-là, dont la chanson thème Help, composée par John Lennon. C'est la bande sonore de leur 2e film. D'ailleurs, ce film est une parodie des films de James Bond, dont le premier est sorti en 62, je crois. Alors, c'était les premiers films de Sean Connery. En décembre 65, donc le 2e album de l'année 65, Rubber Soul, on passe à une autre étape au niveau des compositions. Les paroles commencent à s'éloigner des relations garçon-fille. C'est l'époque où il écoutait, Lennon McCartney écoutait du Bob Dylan. Il s'apercevait que, en 65-66, il s'apercevait que on pouvait parler des causes sociales. On pouvait parler de la guerre. Comme Bob Dylan ne traitait pas seulement des relations humaines, mais traitait souvent de sujets plus complexes et plus sérieux. Alors, ils se sont dit, c'est possible d'écrire des chansons avec d'autres thèmes que celles de nos débuts. Alors, un album, Rubber Soul, un album plus complexe, comme en ce qui a trait aux compositions. Et ils ont décidé à cette époque, en plus de la Beatlemania et la folie qui les emprisonnait dans les chambres d'hôtel. Alors c'est en 66 qu'ils ont décidé d'arrêter de faire des spectacles. Ils se sont aperçus avec cet album-là que c'était difficile de les reproduire en spectacle. Le niveau de complexité, les effets sonores, l'expérimentation. Alors, ils se sont dit, on va se concentrer sur la production des disques. Et étant donné qu'ils vendaient beaucoup de disques, la compagnie leur accordait beaucoup de temps de studio, souvent gratuitement, surtout la nuit pour échapper aux fans qui campaient devant la porte des studios Abbey Road. Exact.
Alors, même chose en 66, Revolver, des commentaires, des paroles à caractère social, dont Taxman, qui ouvre l'album de George Harrison, qui parle des impôts. Eleanor Rigby, une histoire triste de solitude. Et une chanson bizarre et sombre avec Tomorrow Never Knows. On peut dire le début du psychédélisme, peut-être. C'était l'époque. Les Rolling Stones aussi. Les Who expérimentaient. Pink Floyd s'en venait dans cette direction-là. Où les premiers disques étaient dans ces années-là. Enregistrés eux autres aussi d'ailleurs à Abbey Road, dans le studio 3. Oui. Alors, l'album a été publié en août 66 et 3 semaines après l'apparition de l'album, les Beatles donnaient leur dernier concert à San Francisco, aux États-Unis. Un stade de baseball à l'époque des Giants. Tu sais, tu l'as dit là, tantôt, ils ont arrêté de faire des spectacles parce que c'était la folie furieuse. Et les gars avaient de la difficulté à s'entendre. Les fans criaient et tout ça. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de sonorisation comme on a aujourd'hui, les earrings, ça n'existait pas, les moniteurs au sol. Donc les gars ne s'entendaient tout simplement pas. Puis là, ils ont commencé avec leur grande popularité aux États-Unis, ils ont commencé à les faire jouer dans des stades de baseball, par exemple. Puis, c'est toi que tu me disais avec raison, quand tu joues comme au Shea Stadium à New York, puis que le système de son, ben, c'est les haut-parleurs de l'annonceur maison. Ben, tu sais, je veux dire, puis eux autres, ils ont leur ticket sur scène des amplis de 100 watts maximum. Puis t'as 60 000 personnes qui crient. Je veux dire, ça devait pas être agréable du tout. On peut comprendre pourquoi ils ont décidé d'arrêter, qui est une décision quand même qui est pas sans conséquence d'arrêter de jouer en spectacle, mais bon, à cette époque-là, c'était correct pour eux autres. Là. Moi, j'ai pour m'en dire qu'un groupe qui ne donne plus de spectacle, c'est difficile de garder la cohésion. Et il y a une excitation qui est liée à se produire devant un public. Et ils ont perdu ce plaisir-là de se produire en public à cause de la qualité des systèmes de son et le public qui criait sans cesse, du début à la fin. Alors, je les comprends tout à fait d'avoir voulu arrêter. Alors, en 67, leur album mythique, le chef-d'œuvre, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 4 mois d'enregistrement. On parlait tantôt de Please Please Me qui a 12 heures. 13 heures, consacré 13 heures pour l'enregistrement. Alors ici, on parle de 4 mois. Alors c'est assez considérable. Alors c'est considéré comme le premier album concept avec une thématique globale et surtout une pochette originale. Grande pochette, là. Quelque chose. Plein de personnages, leurs idoles, des personnages célèbres, des personnages historiques. Les couleurs, les fleurs, les costumes flamboyants. Vraiment une belle pochette. Là. Et la même année, en décembre 67, l'album Magical Mystery Tour a été diffusé aux États-Unis comme un album qui était la bande sonore du film Magical Mystery Tour. Mais en Angleterre, c'est seulement en 1976 qui a été rendu disponible tel quel. La compagnie de disques avait produit 2 EP comme des mini-disques, 6 chansons, je crois. Mais ça a été seulement plusieurs années après que... aux États-Unis, ça, je savais pas ça. Cool. Et le film était comme une sorte de voyage en autobus avec plein d'amis. Et c'était comme du cinéma vérité. On part à la caméra et on verra ce qui arrivera. Exact. Alors, création libre. Ouais, c'est ça. C'était à l'ère du temps. Sans scénario. Sans scénario, sans dialogue préalable. Alors, c'était l'ère du temps, la liberté totale et la créativité sans réalisateur, je dirais. Là. Alors, ça a été présenté à la télévision britannique en une occasion, mais ça n'a
pas fait. Ça n'a pas marqué. Pas été présenté, je pense, dans des salles de cinéma. Non, je pense pas. Effectivement. Alors, cet album contient la fameuse chanson All You Need Is Love, Hey, dont l'enregistrement était diffusé en direct partout sur la planète. ça, c'est quelque chose. C'est la première fois que ça se faisait. Là. C'était un événement qui s'appelait Our World, Notre Monde. Ouais. Ça, c'était dans le cadre de l'Expo 67. Ouais. Et les Beatles représentaient la Grande-Bretagne dans cet événement-là. Alors, ce que j'ai lu dernièrement, c'est que ils avaient des bandes enregistrées. Alors, c'était pas complètement live. Alors, ils avaient enregistré la chanson en studio auparavant. Les voix étaient en direct, mais pas les instruments. Et ils avaient des petits orchestres avec eux. Exact. Et je trouvais ça intéressant que... Mais quand même, c'était une des premières fois où il y avait un événement mondial Par satellite. Là. par satellite Ouais. en 67. Alors, ils ont été les précurseurs dans bien des domaines. Enregistré, si je ne me trompe pas, dans le studio 1 d'Abbey Road, le Oui. grand studio. Oui. Puis un tas de choristes, hein, je me souviens avoir vu ça là, à l'époque, ça doit se trouver facilement sur YouTube, je présume, mais parmi les choristes, on voit Mick Jagger avec Marianne Faithfull, sa blonde à l'époque, puis un paquet d'autres, là, mais enfin. C'était un happening. Un happening, voilà. Et tout le monde était habillé de façon colorée. Les musiciens classiques portaient des masques et des accessoires qu'eux-mêmes trouvaient ridicules. Pas habitués à Des extravagances. des extravagances. Alors, prochain album, c'est en novembre 68, The Beatles. Alors, ce qui est appelé communément l'album blanc. Ouais. Alors, pour faire une grosse différence dans la présentation de la pochette par rapport à Sgt. Pepper, qui était très coloré, ils ont voulu faire À l'opposé. à l'opposé complètement, pour démarquer, se démarquer d'un côté artistique. Alors, c'est très original. L'idée a été reprise par plusieurs groupes par la suite. Weezer et Le Black Album de Metallica. Metallica. AC/DC avait son Back in Black, était tout noir aussi. Comme tu as dit, Weezer, il y en a deux autres. Ils ont le green, le puis le bleu, bleu. le green, le blue. Ouais. Et ils ont fait The White Album aussi, mais Ok. je suis pas sûr qu'ils l'ont appelé le White, mais la pochette était blanche aussi. Alors c'est un album double. Oui, Encore ça, là, ça. un fait marquant dans le domaine de la musique. Ouais. Beaucoup, il y en a plusieurs qui doutaient que ça allait se vendre d'abord à cause du prix. Ouais. T'as deux disques, là. Mais 2 disques, là, c'est 4 faces. C'est 30 chansons. 30 chansons qui ont été composées majoritairement pendant leur voyage en Inde, Exact. pour apprendre la méditation Exact. avec le Maharishi Yogi. Ouais. Et c'était le premier album sur leur propre étiquette, Apple. Ouais. Parce qu'avant Apple, les ordinateurs, Ouais. il y a eu Apple, la musique. Exact. Apple Corp. Apple Corp. Ouais. Alors, ça montrait... cet album-là a montré l'habilité des Beatles d'écrire dans une variété de genres. Alors, du hard rock, je vais donner un exemple, Helter Skelter, Eh boy. des ballades, Blackbird, Mother Nature's Son, psychédélique, Revolution 9, folk country, du basic rock and roll comme Birthday puis Back in the USSR. Ouais. Cet album-là, toutes sortes de styles, de genres. Un gros blues aussi, Your Blues, là, c'est... Your Blues, qui était je trouve, une des chansons blues les plus originales par rapport à la musique qu'on entendait jusque-là. C'est très difficile d'être original dans le blues et John Lennon a réussi à écrire une chanson dans le même mood, avec les mêmes références du vieux blues. Et cette voix incroyable de son cri, son chant,
Je trouve que c'est C'est puissant. très puissant. Ah, J'ai ouais. beaucoup aimé cet album-là. J'ai Ah, écouté beaucoup cet album-là. C'est grand disque. Un grand disque, oui. Je dirais même que si j'avais un disque à choisir, on entend ça des fois, aller sur une île déserte. Les Beatles, j'en ai plusieurs. C'est vraiment pas mon préféré, mais vu sa grande diversité, être pogné juste avec un disque dans ma vie, ça serait vraiment lui, parce que toutes les sortes, de beaucoup de styles de musique dessus. T'sais. Enfin, bref. Prochain album, en janvier 69, on a reçu Yellow Submarine, qui est la bande sonore d'un film d'animation. Donc, les Beatles ne jouaient pas dans ce film. Le premier côté du 33 tours, c'était des chansons des Beatles. Et de l'autre côté, la face B, c'était de la musique instrumentale du George Martin Orchestra. Alors, George Martin a écrit de la musique pour le film, mais c'était de la musique instrumentale. Donc, pas complètement un album Beatles de chansons des Beatles. Par la suite, l'enregistrement du dernier album. En fait, chronologiquement, Abbey Road est sorti avant Let It Be, mais Let It Be a été enregistré avant. Exact. Donc, en septembre 69, Abbey Road a été enregistré. Et en mai 70, Let It Be a été publié. Donc, pour l'album Abbey Road, on se rend compte que les Beatles, en fait, on s'en rend compte dans le film Let It Be, là, ils ont eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble en studio. Ouais. Mais il restait que les tensions étaient grandes, surtout au niveau de l'administration, au niveau finances, la gérance de leurs affaires, dont John Lennon voulait confier leurs affaires à Alan Klein, qui avait travaillé avec les Rolling Stones, mais pas avec un grand succès. Mais c'est un grand succès pour lui, là, mais bon. Mais justement, si on parle de ça, c'est à cause, c'est le décès de Brian Epstein, décès tragique, par suicide. Puis c'est important dans l'histoire des Beatles, ce gérant-là, qui n'était pas le meilleur des gérants, selon certains, mais qui était le gérant très très bien pour les Beatles, avait un grand... je pense qu'il liait ce groupe-là ensemble et tout ça. Puis quand... c'est pas que ça, hein, bon, les gars ont vieilli aussi, comme tu l'as dit, ils ont chacun des causes à s'associer, puis tout ça, puis leurs intérêts divergeaient sur certains points, mais la mort de Brian Epstein est quand même un élément important du déclin des Beatles. Ben c'est ça, c'est un événement qui semble pas très important au niveau de la carrière, mais les relations humaines, l'amitié qu'il y avait pour Brian Epstein était très forte. Et on s'aperçoit dans l'enregistrement de Let It Be, surtout avec le film Get Back. Ouais. Sorti l'année passée, en 22. Que, bon, on s'aperçoit pas dans le film qu'il y a vraiment des tensions, mais on sent que ça se termine. Exact. Puis, quand ils ont enregistré cet album-là, je pense que c'était pour eux une façon de dire au revoir ou adieu. Et l'album Let It Be a été remixé par la suite. Les Beatles se sont désintéressés de tout ce qui a été enregistré pour cet album-là. Ouais. Et le disque, toute la production a été confiée à Phil Spector, qui était invité par John à remixer. Et Phil Spector est connu pour son Sound of Wall. Le Wall of Sound. Le Wall of Sound. Où il y a beaucoup d'instruments à cordes, des chœurs, surtout sur The Long and Winding Road, que Paul a détesté cette version-là, où c'était chargé. Et beaucoup plus tard, en 2003,
Paul McCartney a repris les rubans, l'enregistrement, et a enlevé tout ce que Phil Spector a fait. Ouais. Et un album est sorti qui s'appelle Naked. Ouais. Naked, Let It Be Naked. Ouais. Alors, dénudé, sans les arrangements de Phil Spector, et ça donne un très bon album. Ouais. Tout se tient, Ouais. The Long and Winding Road et Let It Be, Entre autres, sans ces très arrangements-là. différentes. Ouais. Moi, j'ai entendu Let It Be, puis je comprends le travail de Paul, mais tu sais, mon oreille était tellement habituée au crémage de Let It Be de Phil Spector. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, mais c'est un clash, là, tu sais, faut... Mais pendant toutes ces années-là, de 70 à 2003, on avait entendu que cette version-là. Voilà. Et moi, j'ai acheté Naked parce que j'étais très curieux d'entendre ce nouvel enregistrement-là, ce nouveau mixage que Paul a fait. Et c'était très réussi, tout se tenait. Les Beatles n'avaient pas besoin d'agents extérieurs pour embellir leurs chansons. Exact. Alors, par la suite, ils ont enregistré leur dernier album, qui est Abbey Road. Ouais, un chef-d'œuvre. Bon, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas partir, laisser leur carrière avec un album comme Let It Be. Ils ont décidé de dire, on laisse de côté nos différends, puis on essaie de faire un grand album comme notre dernier. Alors, ils savaient que la fin était proche. Ouais. Alors, quand même, John Lennon a toujours été un peu plus rock'n'roll que Paul McCartney. John voulait une approche plus rock, plus proche de Chuck Berry dans l'esprit. Et Paul voulait plus faire un pop opéra. Ce qu'on voit sur la deuxième face, c'est 16 minutes, un medley de 16 minutes où les chansons s'enchaînent. Un vrai chef-d'œuvre. Ah, moi j'adore un vrai bijou de la musique, les paroles, tout se tient. Jusqu'à l'apothéose de In the End. Enfin, je ne chanterai pas, je chante très mal. Mais c'est ouais. Et c'est avec cet album-là qu'on a pu s'apercevoir du grand talent compositeur de George Harrison avec Here Comes the Sun et Something. Deux grandes chansons qui laissaient présager beaucoup de bonnes choses, et on l'a vu avec son triple album All Things Must Pass. Qui est sorti un an après. Voilà. On va y venir, mais je veux juste sur Abbey Road. D'ailleurs, après le projet Let It Be, parce que c'était au-delà d'un album que ça a donné cet album-là, c'était aussi le projet d'un film. Et ça, on peut tout constater ça là, dans le film de Peter Jackson qui est sorti, qui est sur Disney Plus actuellement. Mais là, avec Abbey Road, on décide justement, on retourne dans notre studio, parce que Let It Be n'était pas été enregistré là du tout. Donc on retourne dans notre studio 2 chez Abbey Road, puis on se donne comme tu dis, on va finir ça en beauté, là, puis quel album, vraiment, là, puis un invité spécial, non, c'est pas là-dessus, on coupera cette bout-là, excuse-moi. En fait, les Beatles n'avaient jamais invité d'autres musiciens. Exact. C'était un groupe très fermé. Bon, il y avait George Martin qui jouait des claviers souvent, faisait des arrangements de violon, de petits orchestres symphoniques, des orchestres de chambre. Mais personne n'avait percé le groupe avant Billy Preston, qu'on voit dans le film Get Back. Ouais, il y en a eu un avant ça. Oui. Sur l'album blanc. Sur l'album blanc. Ouais. En 1967, George Harrison invite son ami Eric Clapton à jouer sur une de ses chansons, de ses compositions, While My Guitar Gently Weeps, qui est aussi une très grande composition. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on ne pouvait pas mettre de crédit sur les pochettes sur des musiciens qui n'étaient pas avec cette compagnie-là. C'est ça, qui avaient un contrat de gérance, un contrat d'une autre compagnie de disques. Alors, ils ont camouflé son nom, c'était un mystère. Personne ne savait à ce moment-là, ça s'est su, c'est facile de savoir par la suite. Exact.
mais c'est le premier intrus, je dirais. Là. Et pas le moindre. Hein? Pas le moindre, il a fait un travail extraordinaire sur cette chanson-là. Pour l'album Let It Be, Billy Preston, qui est entré dans le studio pour les saluer parce qu'ils se connaissaient à cause des tournées communes en Europe. Ils ont invité Billy Preston à jouer du clavier sur Get Back, entre autres. Et quel, encore extraordinaire. Là, extraordinaire. Un grand talent lui aussi. Tout à fait. Alors, pour moi, c'était la séparation des Beatles, c'était un grand drame. Dans ta vie personnelle? Ben oui. Moi, j'étais pas au monde, là, mais toi, t'étais tout jeune encore. Puis... J'étais adolescent, et puis c'était à peu près la seule musique que j'écoutais. J'avais pas besoin de vraiment... C'est sûr que quand, à la fin des années 60 est arrivé Cream, est arrivé Led Zeppelin, les premiers albums de Led Zeppelin qui, dans un style tout à fait différent des Beatles. Bon, je commençais à Deep Purple, les Rolling Stones. C'est sûr que les Rolling Stones ont commencé à la même époque que les Beatles, mais bon, j'avais un fait pour les Beatles plus que pour les Rolling Stones. Oui, puis il faut dire aussi qu'à l'époque, moi j'étais pas là, mais on vous demandait de choisir. Tu sais, tout ça était marketing parlant, puis on y reviendra dans l'épisode où on parlera plus des Rolling Stones, mais le côté des bons garçons des Beatles, les mauvais garçons, les Rolling Stones, puis tu sais, il y avait cette espèce de marketing-là, et t'avais comme un choix à faire, puis quand t'es plus jeune, ben tu sais, moi je suis un Beatle, fait que je serais pas un Rolling Stone, mais tu sais, c'est ridicule, on s'entend, mais... Bon. C'était des grands amis. Ben oui, en plus. Puis, même les Beatles ont offert une chanson aux Rolling Stones au début de la carrière, I Wanna Be Your Man. Exact. Alors, ils s'aidaient. Ils se côtoyaient. C'est ça, quand ils se sont séparés, c'est sûr que j'ai continué à m'intéresser aux carrières solo. L'album de George Harrison, All Things Must Pass, il y a une très grande chanson, My Sweet Lord, Wah Wah, beaucoup d'autres là, qui ont... I'm Mine là-dessus aussi, je pense. Ça, c'était sorti sur l'album Let It Be, je pense. Ok. Ouais. Une erreur, on coupera ça. Le premier album de Paul McCartney, où il jouait tous les instruments. Exact. Enregistré dans sa ferme en Écosse. Son propre petit studio. Alors, on voit bien que, bon, c'est pas un virtuose, là, mais une très grande chanson sur son premier album, McCartney. Maybe I'm Amazed. Et par la suite, avec son groupe Wings, je continue à le suivre. John Lennon aussi a fait des très beaux disques, là. Imagine. Grande œuvre. De très belles chansons là-dessus. Ringo a commencé à produire, même à sortir des disques, même en 70. Je me rappelle de Book of Blues et Sentimental Journey, qui était un peu country. Évidemment, c'est pas une grande voix. Non. Mais intéressant quand même de vouloir poursuivre une carrière musicale. Et par la suite, Ringo, avec le nombre restreint de chansons qu'il a chantées avec les Beatles, a continué de faire des tournées, mais en s'entourant d'autres musiciens qui avaient connu des grands succès, comme Mott the Hoople, Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer. Quelqu'un de Toto aussi, un des musiciens de Toto. Le guitariste de Toto. Je les ai vus au Centre Bell dans une de ces tournées, le All Star Band. George Harrison, je me suis un peu désintéressé par la suite de sa carrière solo, juste qu'il s'associe à Jeff Lynne. Cloud9, l'album Cloud9, là. Très bel album, Cloud9. Très bel album produit par Jeff Lynne. Qui est Jeff Lynne d'abord? Jeff Lynne, c'est fondateur, compositeur, guitariste, chanteur du groupe Electric Light Orchestra, qui, selon les dires de plusieurs, très influencé par les Beatles, et il s'en est jamais caché. Même John Lennon a dit des commentaires positifs sur la musique d'Electric Light Orchestra, Yellow.
la rencontre, je me rappelle pas comment ça s'est fait, mais c'est sûr que George Harrison connaissait la musique de Jeff Lynne. Et Jeff Lynne produisait déjà des albums. Alors il l'a invité à produire son album Cloud9. Et on entend beaucoup de Jeff Lynne sur cet album-là, dans les arrangements de clavier et de violon qu'on retrouve sur ces albums. Une production impeccable qui s'est développée en amitié. Et à un moment donné, l'idée lui est venue de former un groupe. Ouais, c'est vrai. Et pas avec les moindres membres, là. Non. Alors, ils ont invité Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison. Alors, George et Jeff Lynne forment les Traveling Wilburys, qui n'ont jamais donné de spectacle, n'ont jamais été en tournée. C'est vrai. Ils ont produit 2 albums. Dont le premier c'est volume 1, puis le deuxième volume 3. Alors on attend toujours le volume 2. On risque d'attendre longtemps. Et surtout que Roy Orbison est décédé depuis ce temps-là, et Tom Petty aussi. Et George aussi. 2 grandes pertes. Tout à fait. C'était pas un groupe voulu pour donner des spectacles, mais c'était un moyen un peu de sortir de leur cadre musical. Mais il y avait beaucoup de choses en commun. Alors, ça sonne country, ça sonne rock, plusieurs sonorités différentes de chacun. Chacun amenait sa couleur. C'est ça. Une belle collaboration. Oui, très bien. George a continué à produire des disques. Et par la suite, après son décès, son fils Danny a remixé l'album qu'il était en train de finir, son dernier album ultime. Alors son fils, qui a une carrière musicale aussi, moins impressionnante, je dirais, là, que son père, là. Mais comme les fils de John Lennon aussi, des carrières un peu plus effacées, mais quand même, dans la musique. Oui, tout à fait. Sean Lennon, le plus jeune, puis Julian, le plus vieux. Et George Harrison a quand même, dans les années 70, s'est produit en spectacle. Il a fait une tournée au Japon, entre autres, avec son ami Eric Clapton. Alors, il a continué à donner des spectacles. John Lennon n'a pas vraiment donné de spectacle au début des années 70. Pendant 4 ans, il s'est retiré. Au milieu des années 70, il s'est retiré, effectivement. Puis, je crois que c'est en 1974, il a écrit Whatever Gets Through to the Night. Et Elton John, qui était en tournée à ce moment-là, avait dit à John, si ton disque, viendrais-tu jouer à mon spectacle? Si ton disque vient numéro 1, est-ce que tu t'accepterais de venir chanter quelques chansons? Il a accepté en pensant jamais que ça viendrait numéro 1. Oui, exact. Et il l'a eu. Et s'est rendu au numéro 1 dans les palmarès. Et il a chanté 4 chansons, dont Lucy in the Sky with Diamonds, Whatever Gets Through to the Night, I Saw Her Standing There, je crois, je ne me rappelle pas de la 4e. Mais il avait chanté quelques chansons au Madison Square Garden quand même. Oui, au spectacle d'Elton John. Il était 2 grands amis d'ailleurs, lui et Elton John, à cette époque-là. Puis, oui, tout à fait. Et par la suite, il s'est un peu retiré du show business pour s'occuper de son jeune enfant. Oui, qu'il venait d'avoir à ce moment-là avec Yoko Ono, Sean Lennon. Et en 1980, Double Fantasy est devenu son dernier disque. C'était un très grand retour, un très beau disque. Ben, ça annonçait beaucoup de bonnes choses. Probablement qu'il se serait remis à faire des spectacles lui aussi. Puis, tu sais, il s'était remis en forme. Dans ce fond, son arrêt, c'était oui, s'occuper de son enfant, mais c'était aussi se sortir ses problèmes de drogue. Puis, une fois pour toutes, là, il était sur l'héroïne et tout ça. Il n'était pas dans un bon état à un certain moment de sa vie. Puis, ça annonçait, comme je viens de dire, là, de grandes choses. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé le 8 décembre 1980. Non, le 8 décembre, ça c'est... Enfin. Le 8 décembre, oui. C'était le 8 décembre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Excuse-moi. Donc, moi,
tout ça pour dire que, bref, il s'est fait assassiner. Donc, mais moi, je suis convaincu qu'il y aurait eu un grand retour de John Lennon. C'est un grand musicien, c'est un grand artiste, puis il avait encore beaucoup de choses à nous donner, je suis convaincu de ça. On peut parler de Paul, hein, pour Paul, moi. heureusement pour nous, pour les fans des Beatles, il a continué à faire des tournées. Hein? Il a continué à faire revivre la musique des Beatles là, des années 60 Hein? Jusqu'à 70. Hein? Mais après la séparation des Beatles, le doute s'est mis dans sa tête Hein? que sans les trois autres, il n'y avait pas de carrière possible. Alors, il a pris un temps de réflexion sur sa ferme en Écosse et puis il a décidé de former un groupe avec Linda McCartney, sa femme, et de créer le groupe Wings. Ouais. Et il a fait des tournées de quelques universités en Angleterre, incognito, sans publicité, dans les auditoriums d'université. Les jeunes qui assistaient au spectacle ne savaient pas qui ils étaient. C'est ça, il y avait le Groupe nom du Wings, band. sans Paul McCartney Voilà. dans le... Exact. Alors, il a commencé à roder un peu, voir l'effet que les nouvelles chansons, parce que là, on ne parle pas des chansons des Beatles, on parle des chansons du groupe Wings. Exact. Les résultats ont été concluants pour lui, alors il a commencé à faire des tournées sous le nom de Wings, ou Paul McCartney and Wings. Ouais. Grand succès. Oui, dans les années 70, ça fait des tournées Immense. incroyables aux Immense. États-Unis, en Tout à fait. Amérique, Ouais. mais aussi en Australie, en Europe et tout Partout ça. dans le monde. tu sais. Un grand groupe, plusieurs grandes chansons, et fait à noter quand même, Paul, avec Wings, dans le fond, a été le premier groupe rock, artiste rock, à faire la chanson thème d'un des films de James Bond. Live and Let Die. Exact, en 72, si je me rappelle bien. Bon, depuis 7 ans, à chaque film de James Bond, c'est toujours un artiste populaire ou un artiste rock, mais c'est Paul qui a parti le bal. Hein. Et pas que la moindre chanson non plus, Ouais. grande chanson. Puis, voilà. Il a, comme tu dis, il a continué à tourner. Bon, Wings, ça s'est terminé. Le groupe s'est séparé, disons, au début des années 80 à peu près. Il y a eu une période un petit peu plus creuse au début des années 80. Il y a eu des collaborations, Paul, avec Stevie Wonder, entre autres, avec Michael Jackson. Toute une histoire avec Michael Jackson qui a volé, en guillemets, les droits sur les Beatles dans son dos. Là. Ben, en fait, Pas volé, mais bon. Michael Jackson avait demandé un conseil comment investir en musique, puis Paul lui avait dit achète des catalogues, des catalogues de chansons, des catalogues d'artistes, et tous les revenus des droits d'auteur te reviennent à toi. Tu as acheté le droit sur ces chansons-là, dès que ça passe à la radio, il y a de l'argent qui rentre. Ouais. Alors, ce que Paul ne se doutait pas, c'est que Michael Jackson, par la suite, par le biais de sa compagnie de production, je crois, avait acheté le catalogue des Beatles. Ouais. Alors que Paul voulait l'acheter lui aussi à l'époque. Là. C'est Puis ça. il a renchéri. Lui, il savait pas que c'était. Mais il y a un autre qui a renchéri plus que lui. Je pense que c'était 50 millions finalement. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais bref, je pense qu'il n'a jamais pardonné ça, Paul, à Michael Jackson. Michael Jackson lui aurait dit it's only business. Ouais. Il n'y a rien de personnel dedans. Ouais. C'est juste le business. Ouais. Mais quand même. Finalement, Paul a quand même récupéré par la suite, plus tard, là, tout à fait, à un autre prix, je crois. Oh, probablement, oui. Alors, Paul a continué à faire des tournées et encore aujourd'hui, Rempli des stades. moins de spectacles. Là, Oui. Il est rendu à 80. ouais. Alors, il s'est entouré De bons musiciens. de bons musiciens Oui. pendant une longue période. C'était toujours les mêmes. Ouais, ouais. Alors, heureusement, je l'ai vu au Centre Bell, des assez bons sièges, un beau spectacle de 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Oui, il est généreux un spectacle. Moi, je l'ai vu en 1989 et je pense, pas me tromper, en disant qu'en 89, c'est là où il a recommencé à faire beaucoup de chansons des Beatles en spectacle. Avant ça, il était plus, je dirais, timide à ce niveau-là. À chaque tournée,
les groupes ou les chanteurs font la promotion du dernier album. Exact. Alors, il y a une proportion assez grande du spectacle. Sur le nouveau disque. Et c'est intéressant pour les chanteurs, les groupes, de faire des nouvelles chansons. Bien sûr, tu veux vendre ton album. Et de toujours répéter les mêmes chansons année après année, ça devient un peu difficile et ennuyant un peu pour eux. Tout à fait. Mais évidemment, lui, il a tellement de hits de son répertoire à lui et des Beatles que ça fait des spectacles incroyables. Il faut qu'il fasse des choix. On est toujours un petit peu déçus. Il n'a pas fait celle-là, il a fait celle-là, mais à un moment donné, il ne peut pas toutes les faire non plus. Là, t'sais. Puis, c'est ça. Il a eu toute une carrière. Et Paul, il s'est adonné aussi à différents styles musicaux, il faut le dire. Hein. Il est allé dans la musique classique aussi. Il est allé dans la musique de film. Il est allé, je pense même, un opéra, si je ne m'abuse. Enfin, avec le recul d'aujourd'hui, on peut, à mon avis, je pense qu'on peut dire que dans l'histoire du rock'n'roll, à ce jour, ça serait Paul McCartney qui serait le plus marquant, à mon avis. Mais bon, ça c'est personnel, chacun doit son opinion. Mais je reviendrai un peu en arrière sur George Harrison. Tantôt j'ai parlé de l'album Cloud9. Moi, adolescent à ce moment-là, au milieu des années 80, I Got My Mind Set On You, gros hit avec Jeff Lynne, on l'a nommé tantôt. Fait marquant pour George Harrison. Au début, tout de suite après la fin des Beatles, début des années 70, George s'est servi de sa notoriété, sa grande notoriété d'être un Beatle, au profit d'une cause humanitaire. Hein, le fameux, peut-être nous dire un petit mot, Pierre-Yves, sur le fameux concert au Madison Square Garden, où il avait invité là, d'autres artistes pour la cause du Bangladesh. Là, ça a été le premier, dans le fond, à mettre ça de l'avant, un spectacle pour une cause humanitaire. Et on sait que depuis, ça se fait encore et encore. Il y a eu les fameux Live Aid dans les années 80. Ouais. Aujourd'hui, Bono de U2 fait beaucoup à ce niveau-là. D'autres l'ont fait, mais on peut quand même dire que le précurseur à ce niveau-là, de mobiliser d'autres artistes pour une cause, puis d'aller chercher des sous, c'est George Harrison qui a parti le bal. En 1971, c'est sous l'invitation de Ravi Shankar qui a invité George Harrison à organiser un spectacle bénéfice. Donc, comme tu l'as dit, le premier d'une telle envergure. Donc, 2 spectacles au Madison Square Garden en 1971, un l'après-midi et l'autre en soirée. Tout son entourage, les musiciens habituels après les Beatles, s'est entouré des musiciens, très bons musiciens britanniques, mais aussi américains. Ouais. Parmi les Britanniques, un de mes groupes préférés, c'est Badfinger. Alors, il y avait les musiciens de Badfinger qui enregistraient sous l'étiquette Apple, qui sont les premiers artistes à être produits sous l'étiquette Apple. Ouais. Mais l'album Straight Up, qui est mon préféré, est produit par George Harrison. Alors, on entend beaucoup de Beatles dans leurs chansons. Alors, ces musiciens-là étaient sur scène avec George Harrison. Ouais. George avait invité John à venir jouer sur la scène pour le spectacle. Ouais. John, je crois, vivait à New York à ce moment-là, alors c'était facile. Et John avait exigé que Yoko soit présente. Et George avait refusé. Je t'invite toi. C'est toi que je veux avoir. Alors John a décidé de ne pas se présenter. Exact. Alors c'est un peu triste, mais bon. Ouais. C'était un album, je crois que c'était 3 albums live, en direct, oui. Ouais. Très bon. Il y avait entre autres, ça me revient là, Leon Russell, qui a fait une version extraordinaire de Jumping Jack Flash. Tout à fait différente des Rolling Stones, mais très rythmée. Et Leon Russell, pianiste. Ouais. Très belle version sur ce disque. Alors c'était comme tu as dit, un précurseur de ces spectacles bénéfices. Ouais. Je dois glisser un mot sur Rick Clapton qui fait
qui organise son 6e ou 7e concert bénéfice pour le centre de désintoxication Antigua, Crossroads, le centre de désintoxication Crossroads, qui est sur l'île d'Antigua, dans les Caraïbes, qui aide les toxicomanes, les alcooliques et les toxicomanes à se réhabiliter. Alors, j'ajouterais juste les toxicomanes millionnaires, parce que ça coûte un bras. Non, mais semble-t-il qu'il y a une tarification selon les revenus des gens. Ah, tant mieux. Et de ce côté-là, c'est assez noble de sa part. OK. C'est bon. Que même si les gens ne sont pas très fortunés. Ils peuvent, grâce entre autres à ces levées de fonds qu'il fait Clapton, là, j'imagine. Les spectacles de vente de DVD, les spectacles, tous les revenus, évidemment, je pense que les musiciens font ça bénévolement. Alors, ce sont des concerts incroyables centrés sur la guitare. C'est un festival de guitaristes, je dirais. Là. Et donc, c'est quand même curieux que le meilleur ami de George Harrison fait la même chose pour une cause qui est vraiment la sienne. Parce que, dans ce cas-ci. Bon, il a passé par là pour la toxicomanie. Exact, comme plusieurs autres d'ailleurs. Exact. L'héroïne a fait des ravages à cette époque-là. Puis, exact. Clapton, mais 2 grands amis. Puis pour l'anecdote, on peut peut-être dire que dans le fond, la fameuse Pattie Boyd était la femme duquel il parle, Eric Clapton, dans sa chanson Layla. Donc, puis finalement, George a donné sa bénédiction pour que Clapton et elle sortent ensemble. Elle, après avoir terminé sa relation avec Clapton, elle dit « Moi, des rockstars, plus jamais. » Mais bon, mais aussi, George, dans les années 80, a eu une compagnie de production de cinéma. Puis, un film, entre autres, qui avait produit cette compagnie-là, avec Madonna et Sean Penn à l'époque, c'était un couple, ces deux-là. Puis, Shanghai Surprise. Pas un grand film, mais quand même, digne de mention, du fait surtout que le couple qui n'a pas duré longtemps, ils jouaient tous les deux dedans. Mais c'est ça, production cinématographique. Grand amateur, George, de Formule 1. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que lui et Guy Laliberté se sont rencontrés. Et cette rencontre-là a donné naissance au spectacle du Cirque du Soleil Love sur les Beatles, que malheureusement George n'aura pas pu voir l'aboutissement parce qu'il est décédé avant. Mais moi je suis allé, je sais que toi aussi tu es allé à Las Vegas voir ça. Là. Moi je suis allé juste un an peut-être avant de perdre la vue. Fait que je peux dire que j'ai vu ce spectacle-là et j'en suis très, très heureux. Quel spectacle, hein? Franchement, là, pour un amateur des Beatles, là, moi j'ai vraiment capoté ce soir-là. Il y a beaucoup d'imagination dans ce spectacle-là et surtout, une chose intéressante que j'avais jamais vécue, c'est que chaque siège avait ses haut-parleurs de chaque côté, oreille gauche, oreille droite. Et ça donnait une qualité sonore incroyable, exceptionnelle, jamais vue dans un spectacle. C'est fou, là. Donc, c'est une très bonne idée parce que c'est un spectacle musical. Et visuellement, c'était extraordinaire. Plein de c'est couleurs. sûr que nous, quand on écoute les chansons des Beatles, on ferme les yeux puis on se fait des images, on fait notre cinéma avec les paroles et ce que la musique nous inspire. Mais là, de voir les idées du Cirque du Soleil, l'inspiration qui venait des chansons, puis de recréer ça sur une scène, tout ce qu'ils ont imaginé, le sujet de la chanson et les personnages, les acrobates, la voiture Beatles qui se défait en morceaux, les nuages dans... Je me rappelle pas quelle chanson de... Je pense que c'était une chanson de George Harrison, Here Comes the Sun. Il y avait comme un drap immense dans toute la salle. Oui. Vraiment, vraiment un spectacle que j'irai revoir.
Ah oui, certainement. Je retournerais à Vegas pour autre chose aussi. Moi-même, mais- si je ne vois plus, je retournerais. J'irais avec ma femme, parce que j'en ai tellement parlé. Puis on a la trame sonore. Ils ont sorti la trame sonore du film, qui est intéressante parce qu'il y a des. C'est Giles Martin, le fils de George, qui a produit hein, la trame sonore en question. Ben, George est encore vivant aussi à l'époque. Mais. Donc, il a mixé aussi, il est allé chercher des bouts de chansons pour. Moi, je l'écoute encore régulièrement, cette trame sonore-là, elle est vraiment extraordinaire. Puis, c'est ça, moi, je retournerais moi aussi, même si je ne vois plus, là, juste pour le revivre, là, parce que l'avoir vu, ça m'a marqué, là, tu sais. Puis, quelle expérience. Puis c'est ça, tout ça, hein, pourquoi on parle du Cirque du Soleil? Ben, c'est ça, c'est la rencontre de George Harrison. Mais c'est parce que la musique des Beatles est inspirante. Ouais. Et j'aurais jamais imaginé qu'une compagnie de cirque s'approprierait la musique des Beatles pour en créer un spectacle assez intéressant Ah ouais. pour que les gens se déplacent jusqu'à Las Vegas. Ouais. C'est quand même incroyable. Ça roule encore. Écoute, Oui. Depuis 2006, il a commencé moi je l'ai vu en 2007, là, mais il a commencé en 2006, si je ne me trompe pas, le spectacle. Et on est en 2023 aujourd'hui et ça roule encore. Là. Quelqu'un qui veut y aller, c'est l'hôtel Le Mirage. Je vous encourage à aller voir ça. Tu parles tu sais, comment c'est une musique extraordinaire. Combien de films au cinéma ont eu comme thème des chansons des Beatles ou l'histoire. Hein? Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Au début du podcast, de cet épisode-là, on a parlé du début des Beatles, à l'époque que c'était Pete Best qui était avec eux autres, et tout ça. L'époque en beau, puis ça, il y a un bon film qui est sorti en 1994 qui se nomme Backbeat, qui retrace vraiment bien cette époque-là. Il y avait même un autre musicien qui n'était pas vraiment un musicien, qui était un ami de John Lennon, que John avait intégré au groupe, Stuart Sutcliffe, qui jouait de la basse et tout ça. Puis bref, on voit tout ça dans ce film-là, le grand film extraordinaire. Mais combien de films ont traité sur les Beatles, sur la musique des Beatles? Moi, que j'aime beaucoup, c'est Across the Universe. Oui, j'allais t'en parler. Ouais, ben, vas-y. Mes filles ont redécouvert la musique des Beatles grâce à ce film-là. Quel film, ça? Moi, j'aime pas beaucoup les reprises. Il y a des grands artistes qui ont repris des chansons et ils l'ont refait encore mieux. Quand on pense à tout ce que Joe Cocker a fait, il a repris des chansons des Beatles. Plusieurs. Jimi Hendrix avec All Along the Watchtower de Bob Dylan. En fait, Joe Cocker, Jimi Hendrix, il y a pas beaucoup d'artistes qui... Mais ce film-là reprend les chansons des Beatles et les refont d'une façon très différente. Et il y a un fil conducteur pour raconter une histoire. C'est ça. Les chansons servent. C'est un prétexte, mais aussi c'est la bande sonore du film. Carrément. Hein? Alors, c'est un des beaux films de reprise de chansons. Très personnel à chaque artiste ou à chaque chanteur dans le film. Extraordinaire. C'est à recommander. Exact. Il y en a un aussi qui est sorti pas très très longtemps, que j'ai pas écouté encore, là. Yesterday. C'est un gars, je sais pas si tu l'as vu, c'est un gars qui se retrouve dans une espèce de dystopie où personne ne sait c'est qui les Beatles et lui, ben, il devient populaire parce qu'il reprend toutes les chansons des Beatles. Là. Comment, je sais pas comment on va trouver ça. C'est un exercice intéressant. À la base, bon, c'est un peu farfelu comme faut accepter l'absurde, l'absurde ou l'impossibilité que ça se passe, que l'univers entier a jamais connu les Beatles et c'est le seul qui se rappelle qu'ils ont existé. Ouais. Alors, c'est intéressant sur l'honnêteté, l'éthique, la culpabilité d'être un imposteur, de ne pas être l'auteur des chansons. Ouais. Alors, il devient très, très populaire. Enfin, c'est intéressant, je dirais. J'ai des impressions un peu mitigées par rapport à ce film-là. C'est bien fait. Okay. Je dirais pas un grand film, mais c'est sûr que de réécouter les chansons des Beatles dans un autre cadre que
sur le que, disque. que sur le disque. C'est toujours intéressant. Ouais, quand c'est respectueux et c'est bien fait. C'est très respectueux, les chansons. Autre élément aussi digne de mention, je pense, projet Anthologie dans les années 90. Les 3 survivants à l'époque se sont rencontrés et ont fait le fameux Anthologie. C'était des entrevues vidéo, on revenait sur les débuts, sur toute l'histoire des Beatles. Ensuite, il y a 3, je pense, disques compacts à l'époque qui ont sorti de ça, où on ressortait des voûtes. Des pièces en progression. Moi, j'ai adoré écouter ça. Je l'écoute encore de temps en temps. Là. Prendre exemple la chanson A Day in the Life sur Sgt. Pepper et nous montrer l'évolution à partir du début de quand est sortie la tune au piano et ensuite quand on a commencé à mettre des effets dessus, rajouter la partie à Paul dedans, l'espèce de grande montée dans A Day in the Life, comment qu'ils ont... Enfin, tout ça, moi, et là je donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, là. Je trouve vraiment que ça, c'est un beau projet Anthologie que j'ai beaucoup aimé. Là. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'il y a, depuis toujours, il y a toujours eu une demande pour des démos, des extraits, des albums qui ont été rejetés. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortaient clandestinement des studios à Abbey Road, qui étaient mis sur le marché. Alors, les Beatles, d'une certaine façon, ils ont voulu arrêter l'hémorragie, là, les fuites non consentantes de leur matériel ou des démos de chansons non terminées. Alors, ils ont produit les CD et les DVD avec beaucoup d'entrevues, des extraits sonores, les dialogues dont on entend dans le spectacle du Cirque du Soleil, où François Pérusse c'est lui qui s'est occupé de ça. A eu les bandes sonores. Chez lui, dans son studio à Saint-Bruno, ici à côté, il avait accès à ça. Écoute, personne n'avait eu accès à ça. Là. Lui... Et ça a été intégré dans le spectacle. Oui, alors, pour l'anthologie, il y avait une grosse demande pour le matériel non publié. C'est sûr que je dirais que ça intéresse beaucoup plus les musiciens, là, décortiquer les chansons, comment elle a été construite, les premières versions. Mais c'est sûr que tous les fans de Beatles, et il y a un marché incroyable pour tous les produits, comme à l'époque au début, au début des années 60, quand ils ont commencé à être populaires. Les groupes, ça durait 1 an, 6 mois, 2 ans max. Alors, ils profitaient de la popularité pour vendre des tasses à café, des boîtes à lunch, des cartes, des gomme ballons. Et la compagnie Apple, je dirais, continue dans cette lancée 30 ans, 40 ans après pour exploiter le filon encore. C'est ça. Il y a une clientèle, il y a des clients pour ça. Mais oui. Il y a un appétit pour ça. Je n'achète pas tout ce qui m'est proposé. Non. Mais quand il s'agit de musique, de découvrir un peu comment... Comme le film de Peter Jackson, Get Back. C'est sûr que pour moi, il y a des longueurs dans ces 6 heures d'enregistrement-là. Parce que c'est tiré de 50 heures de bobines. 50 heures de films qui ont été tournés en 70. Lui a repris ça, amélioré l'image, le son avec les nouvelles technologies. Ça donnait un produit impeccable. C'est sûr que dans les séances d'enregistrement, beaucoup de dialogues, de 6 heures, j'ai trouvé ça un peu long, mais je les ai écoutés au complet. Quand même, écoutez-moi aussi. C'est intéressant de les voir travailler, de voir le travail en studio, parce que en ce temps-là, ils travaillaient pas beaucoup chacun de leur côté à la maison. Des fois, ils apportaient des idées de la maison, mais ils travaillaient pas les chansons au complet pour les présenter au complet. Ils arrivaient en studio, puis ils travaillaient ensemble, proposaient un couplet, proposaient une partition de guitare, une harmonie vocale. Une harmonie vocale, puis le but de cette démarche-là, c'est de faire un spectacle à la fin. Exact. Et bon, c'était grandiose en Égypte, en Turquie. Au départ. Il y avait des idées
C'était Paul, surtout, je pense, qui menait ça hein, dans l'équipe. Là. Les autres l'ont suivi, mais disons que lui, il avait des idées grandioses, puis tranquillement, pas vite. Ils se sont résolus à faire la photo de Abbey Road, la photo de la pochette, devant les studios, en traversant la rue, et de faire un spectacle sur le toit de leur édifice à Londres, Apple Corp. Là, ouais, exact. Alors, ça a donné, je pense, un 44 minutes sur le toit. Dernier show. Avec des reprises de Don't Let Me Down 2 fois, je pense. Get Back aussi, je pense. Get Back 2 fois. Mais quand même, c'était très intéressant et très émouvant de les revoir ensemble depuis 1966. Ouais. En spectacle, devant le public. Là. Exact. Là, ils sont sur le toit, les gens les voient en regardant en haut, puis tout ça un peu, hein, parce que je sais pas quel étage qu'il y a, combien d'étages, mais bref, mais oui, c'est ça, c'était un moment unique, puis c'était vraiment particulier. Puis on avait, moi je me souviens avoir déjà vu, on voyait des images un peu de ça depuis que c'était sorti, mais jamais ça avait été présenté au complet, le fameux 44 minutes sur le toit. Ouais. C'était avec ça qui est sorti je pense que c'est sorti en décembre 2022, le film de Peter Jackson. Ouais. C'était la première fois que c'était montré. C'est pas rien, là, je veux dire. Tu sais, comme tu dis, hein, l'idée de sortir jusque là, on est depuis la fin des Beatles, on est 50 ans plus tard, puis on nous sort encore du stock inédit. C'est quelque chose, tu sais, c'est tout un héritage. Là. Mais je crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre, mais ils vont réussir à nous impressionner quand même. Là. Mais qui l'a vu venir, ça, de reprendre les heures de tournée de Let It Be, puis d'en refaire un autre film de meilleure qualité visuelle, meilleure qualité sonore. Par un grand réalisateur comme Peter Jackson, tu sais, qui est associé au Seigneur des Anneaux, entre autres. Exact. Alors... la pandémie a eu ses bons côtés parce que Peter Jackson a travaillé pendant la pandémie. Ouais. Alors, il s'est tapé les 50 heures de... Il avait du temps, mettons. Toutes les bobines de films. Ouais. Et les audios aussi. Les audios. Ouais. Puis, faire un documentaire de 6 heures. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis de les revoir en spectacle, surtout le spectacle de la fin. Ouais. Ils avaient tourné dans un studio devant le public, mais la chanson Hey Jude. Ouais. Mais c'était à peu près la seule, en 68. Okay. Alors c'était à peu près la seule fois où ils étaient ensemble devant des gens, mais pas dans une salle de spectacle vraiment. Mm-hmm. Mais c'était... c'était une chanson. Ouais, c'était pour la promotion de... Ouais. Comme une sorte des précurseurs des vidéos. Vidéoclip, là. Vidéoclip, ouais, tout à fait. Alors, c'est ça. Ouais, les Beatles, on pourrait en parler encore longtemps, mais je te remercie beaucoup, Pierre-Yves, ça a été vraiment agréable, puis je te donne rendez-vous pour qu'on puisse faire la suite de l'invasion britannique, parce que là, on a juste parlé des Beatles. Il va falloir parler des Rolling Stones, ça je vais m'en charger. J'ai lu beaucoup sur les Rolling Stones, je me suis beaucoup documenté. Puis bon, toi, tu es un pas pire spécialiste de Cream et d'Eric Clapton. On a tous les deux de l'intérêt pour The Who. Puis bon, les Yardbirds aussi, qui est un groupe intéressant. On parlera pas de tous les autres groupes de l'invasion britannique. On va se concentrer sur ces principaux-là que j'ai nommés. Là. Mais voilà, fait que c'est un rendez-vous pour un prochain épisode. Mais je te remercie beaucoup pour l'invasion britannique menée par les Beatles. Merci Serge. Un plaisir. À la prochaine. À la prochaine.